Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est ma docteure Taleb Bendieb. Donc, vu cette très longue interruption de cours depuis le mois de mars, je sais qu'à la fin, pour réviser, ça va être un peu difficile pour vous. Donc, je vous ai préparé des rappels de chaque chapitre concernant bien sûr la chimie organique et les applications, des corrections sur les fiches de TD. Comme ça, je crois que vous allez pouvoir faire réviser et faire des applications. Alors, donc pour aujourd'hui, ce sera le premier appel qui concerne le mécanisme réactionnel. D'accord? Donc on verra les différentes définitions, comme les différents réactifs, les facteurs qui contrôlent la réaction, ce que c'est un nucléophile, ce que c'est un électrophile. Ensuite, on verra la différence entre la basicité et la nucléophilie, les différents intermédiaires réactionnels, la sélectivité de la réaction, telle que la stéréosélectivité, la régiosélectivité, la stéréospécificité. Après, quand je terminerai par les définitions, j'entamerai le premier mécanisme réactionnel qui est l'addition. Donc, sans trop tarder, j'entame d'abord, je définis ce que c'est une réaction chimique. Donc, on sait qu'une réaction en chimie organique consiste à faire réagir un substrat, d'accord, comme A par exemple, avec un réactif B. Alors, pour obtenir un produit. Et le mode opératoire peut faire appel à des agents supplémentaires, tels que le catalyseur, solvant ou autre, pour optimiser la réactivité et le rendement. Donc ici, sur cette flèche, on peut mettre les conditions expérimentales. Donc, pour le substrat, c'est une molécule organique principale qu'on veut transformer. Le réactif, ici, c'est un agent qui permet la transformation souhaitée. Et pour le produit, c'est une molécule organique qu'on attend à la fin de réaction. Alors, le catalyseur, c'est un agent qui accélère la réaction et qui est totalement régénéré à la fin. On le retrouve à la fin de la réaction. Pour le solvant, c'est une solution qui facilite le contact entre les composants de la réaction, substrat, réactif, etc. Et à la fin, on va avoir un rendement. Et le rendement, c'est quoi? C'est un pourcentage du produit par rapport au substrat. Alors, dans la réaction, cette flèche, on peut avoir deux types. Une flèche de réaction, c'est-à-dire qu'elle est rectiligne vers la droite, ou une flèche d'équilibre, deux flèches rectilignes opposées. D'accord? Ça dépend de la réaction. Donc, on dit qu'une réaction, c'est quoi? C'est une transformation de la matière, et cette transformation de la matière, c'est un processus dynamique. Alors, l'équation chimique ne donne pas une indication sur le mode de rupture, donc on va faire on va faire appel au mécanisme réactionnel. C'est une représentation des mouvements d'électrons impliqués dans la transformation. Donc, c'est une description microscopique, au niveau microscopique. On verra le mouvement des électrons. Et ce mouvement des électrons dans une réaction, dans un mécanisme, on le représente par une flèche. Donc, je répète, l'étude du mécanisme réactionnel se base sur deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est l'aspect électronique et le deuxième, c'est l'aspect énergétique. Donc, si on commence par l'aspect énergétique, une réaction chimique entraîne la rupture de certaines liaisons et la formation de nouvelles. Alors, il s'agit d'un réarrangement électronique. Alors, deux modes de rupture de liaison sont envisagés. Envisageables. La rupture hétérolytique et homolytique. Pour la rupture hétérolytique, l'un des atomes récupère le doublet de la liaison. C'est le cas d'une liaison polarisée entre deux atomes d'électronégativité différentes. Elle s'accompagne par la formation d'un cation et d'un anion. Donc, le plus électronégatif emporte avec lui le doublet, donc il va avoir une charge négative, et l'autre, électropositif, va prendre une charge positive.
Maintenant, pour la rupture homolytique, chaque atome garde son électron, c'est l'électron du doublet de la liaison, et c'est le cas d'une liaison entre deux atomes identiques ou d'une électronégativité voisine. Les fragments qui en résultent, on les appelle des radicaux, parce que chaque atome va reprendre son électron célibataire, et c'est ce qu'on a les électrons célibataires, c'est des radicaux libres. Maintenant, si on veut voir l'aspect énergétique, le profil énergétique d'une réaction chimique est une représentation de la variation de l'énergie du système au cours de son évolution, c'est-à-dire de l'état initial vers l'état final. Alors, l'aspect énergétique, on va avoir un aspect thermodynamique. Une réaction se produit spontanément si l'énergie libre du produit formé est plus basse que celle du produit de départ. Et pour l'aspect cinétique, c'est la vitesse de la réaction. Plus l'énergie d'activation correspondant à l'état de transition est faible, on dit plus la réaction va être rapide, c'est-à-dire facile. OK? Alors, ensuite, donc, le mécanisme réactionnel explique en détail le processus au cours d'une transformation chimique. Il décrit chaque étape en spécifiant les états de transition, les intermédiaires réactionnels. Il donne la chronologie de rupture et de formation de liaison, ainsi que la vitesse relative à chaque étape. Voilà. Aussi, le mécanisme réactionnel, il présente aussi la stéréochimie des espèces chimiques mise en jeu. Il indique également la quantité de chaque réactif consommé et celle de chaque produit formé. D'accord? Alors, en ce qui concerne les réactifs, on peut avoir, enfin, ils peuvent être acides, c'est-à-dire c'est des molécules qui peuvent libérer des protons, telles que les molécules suivantes, ou il peut être une base, et les bases, c'est des molécules qui peuvent capturer un proton. Maintenant, pour les facteurs qui contrôlent la réaction, nous avons le contrôle de charge, c'est-à-dire qu'on a deux espèces. Prenons par exemple l'espèce A, qui va être pauvre en électrons, c'est-à-dire qu'elle va être chargée positivement. Ici, je vais mettre un delta plus, c'est-à-dire pauvre en électrons. Et B, l'espèce B, en delta moins, chargée négativement, riche en électrons. Ces deux espèces, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'attirer et vont réagir entre elles pour nous donner le produit AB. Ensuite, pour le contrôle orbitalaire, la condition, c'est que les orbitales doivent être en phase, c'est-à-dire proches en énergie et de symétrie. Si on prend un exemple, on dit la réaction entre l'orbitale, celle-là, P, de l'espèce A, elle va être possible avec l'autre orbitale P de l'espèce C. Par contre, elle va être impossible entre l'orbitale P de A, par exemple, et l'orbitale B, qui est ici une orbitale S. Pour le troisième contrôle, si on prend un réactif nucléophile, on va remarquer qu'il aura du mal à se rejoindre au site positif ici de gauche que celui de droite. Tout simplement parce que celui de gauche est très encombré. On voit clairement qu'il y a 3 alkyles. Donc, il va avoir vraiment du mal à se rapprocher à cause de l'encombrement, on dit l'encombrement stérique. Bon, en première année, les réactions seront plus guidées vers le contrôle de charge. Donc, on va prendre soin d'étudier la répartition des charges des composés avant de décrire une réaction. Et puis, maintenant, si on passe
à la définition d'un nucléophile et de l'électrophile, la majorité des réactions chimiques organiques, elles résultent de l'interaction entre nucléophile et électrophile. Hein. Donc, pour le nucléophile, c'est un réactif capable de céder un doublet électronique. C'est un site riche en électrons. Il se dirige vers les sites pauvres en électrons. D'accord? Donc, il réagit avec les sites pauvres en électrons. Alors, pour sa nature, il peut être électriquement neutre ou chargé. Soit il possède des doublets non liants, ou des doubles liaisons, des triples, ou chargés négativement. On les appelle anions, sous forme d'anions. D'accord? Donc, si on prend ce tableau, on voit différentes catégories. Alors, anions, voilà, des charges négatives, telles que ces exemples, et la catégorie de doublets non liants, et la catégorie de double liaison ou triple liaison. Maintenant, on passe à l'électrophile. C'est un réactif capable de recevoir un doublet d'électrons. C'est un site pauvre en électrons et il tend à réagir avec les sites riches en électrons. Alors, il peut être soit électriquement neutre, c'est-à-dire qui contient une lacune électronique, telle que les acides de Lewis, ou chargés positivement, d'ailleurs on les appelle des cations, carbocations, protons, etc. Ok, voilà. Donc, on prend ce tableau. Vous avez 3 catégories. Les espèces ayant une lacune électronique, d'accord? Donc un octet incomplet, ou des espèces chargées positivement, voilà, ou des espèces ayant des charges partielles, delta plus, delta moins, et donc le delta plus jouera le rôle de l'électrophile. Alors, ensuite, la différence entre la basicité et la nucléophilie. Donc, si on voit le concept de la nucléophilie, c'est un concept cinétique. Il est lié aux vitesses de la réaction. Par contre, pour l'acido-basique, c'est un concept thermodynamique lié aux équilibres de réaction. Alors, si on prend un exemple, tel que si on prend les deux espèces OH- et HS-, on dit que c'est des structures, elles sont similaires. Elles sont toutes les deux basiques et nucléophiles. Donc, si on compare leur aspect acido-basique, on prend les deux couples et on compare leur pKa. On sait que le pKa du couple H2O OH- est égal à 14 et pour le pKa du couple H2S HS- est égal à 7. Alors on va dire que le H2S est l'acide le plus fort. Par conséquent, la base HS- est plus faible qu'OH-. Donc tout simplement, le OH- pourra plus facilement arracher un proton. Et si maintenant on voit le concept nucléophile et électrophile, alors pour l'atome du soufre où le Z, son Z numéro atomique est égal à 16, alors si on veut le placer dans le tableau périodique, pour le soufre, quand on écrit la structure électronique, on trouve que le soufre se situe sur la ligne 3, donc la période 3, avec ses 6 électrons de valence. Et l'oxygène se trouve sur la ligne 2 avec 6 électrons de valence. Donc l'atome de soufre et l'oxygène se trouvent dans la même colonne, mais différentes couches. Le soufre est plus gros que l'oxygène, Z égale 16 et l'autre Z égale 8. Donc, si on représente les doublets de chaque atome, on remarque que les doublets non liants du soufre sont plus disponibles que ceux de l'oxygène parce que le soufre est plus gros que l'oxygène. Donc, les doublets non liants vont être plus éloignés du noyau que ceux de l'oxygène. Donc, HS- est meilleur nucléophile que OH-. Et donc, il va réagir plus vite que OH-. Okay, donc, plus on s'éloigne du noyau, plus les doublets vont être disponibles. Donc, la réaction va être plus rapide. Maintenant, pour les intermédiaires réactionnels, au cours d'une réaction chimique, le processus peut être en plusieurs étapes, en passant par des espèces instables. Ce sont ce qu'on appelle les intermédiaires réactionnels. Ils peuvent être des cations, des anions ou des radicaux libres. Hein, d'accord ? Donc, carbocation, c'est une espèce organique qui porte une charge positive sur un atome carbocation, donc carbone.
Carbanion, c'est une espèce organique portant, une charge négative sur l'atome de carbone. Et pour le radical libre, obtenu lors de, on a dit, une rupture homolytique, et il est caractérisé par l'existence d'un électron, célibataire. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au carbocation. Alors, donc, on a dit que c'est un intermédiaire réactionnel qui porte une charge positive suite à une rupture hétérolytique. D'accord ? Le carbocation, il est plus stable quand il est entouré de groupements alkyles. Donc, il y a un effet inductif des groupements alkyles qui vont stabiliser la charge positive. Donc, plus il est entouré de groupements alkyles, plus il est stable. Parce que les groupements alkyles, c'est des groupements donneurs. Donc, ils vont stabiliser le carbocation. Donc, voilà pour la stabilité du carbocation. On dit que le carbocation tertiaire va être plus stable que le secondaire, que le primaire, et ensuite, bien sûr, plus stable que le nulaire. Alors, la forme du carbocation, c'est un carbocation qui est hybridé sp2, d'accord ? L'angle de liaison est de 120 degrés. C'est une structure plane, très bien, qui possède deux orbitales P non hybridées, elles sont vides, et ces deux orbitales sont perpendiculaires à ce plan. D'accord ? Donc voilà pour la stabilité, si on représente les orbitales du carbocation. Donc regardez, plus il y a des donneurs, regardez les flèches, plus le carbocation sera stable. Alors, ici, on représente la délocalisation de paires d'électrons liant d'une liaison CH vers l'orbital P vide du carbone. Regardez, ça c'est l'orbital du carbone. Et regardez les paires d'électrons. Ok. Donc, plus il y a des groupements alkyles, plus la stabilité du carbocation augmente. Alors, je termine par la sélectivité de la réaction. Alors, on a trois termes à étudier, la régiosélectivité, la stéréosélectivité et la stéréospécificité. Pour la régiosélectivité, si la réaction privilégie la formation d'un isomère de constitution, par exemple B par rapport à un B', on dit qu'elle est régiosélective. La stéréosélectivité, si elle nous donne une prépondérance d'un produit de stéréochimie particulière plutôt qu'à un autre stéréoisomère, on dit qu'elle est stéréosélective, c'est-à-dire qu'il y a préférence entre deux ou plus, hein, ça dépend du nombre de carbones asymétriques, d'accord ? Donc si par exemple on a deux carbones asymétriques, on sait que les différentes configurations possibles du carbone asymétrique, c'est 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4 stéréoisomères. Donc, si parmi les 4, on privilégie par exemple 2, on dit qu'elle est stéréosélective. Donc, il y a un pourcentage majoritaire et minoritaire. Et pour la stéréospécificité, si la configuration du produit dépend de la configuration du substrat, on dit qu'elle est stéréospécifique. Donc, si on change la configuration du substrat, le produit va nous donner une stéréochimie spécifique à la configuration du départ, on dit stéréospécifique. Donc, le produit, s'il nous donne des énantiomères, on dit qu'elle est énantiospécifique, et s'il nous donne des diastéréoisomères, on dit qu'elle est diastéréospécifique. Voilà. Alors, maintenant, les principaux mécanismes en chimie organique, on a une réaction d'addition, d'accord ? Une réaction de substitution et une réaction d'addition. Nous, on va aujourd'hui s'intéresser à la réaction d'addition, d'accord ? Donc, dans la réaction d'addition, il y a l'addition électrophile et l'addition nucléophile. Donc, on va commencer par l'addition électrophile. C'est une réaction dans laquelle un alcène, centre riche en électrons, parce qu'il possède une double liaison, la liaison pi,
D'accord? Rappelez-vous que l'alcène, c'est un hydrocarbure insaturé, d'accord, qui possède une double liaison, une liaison sigma et une liaison pi. Elle va réagir comme nucléophile. On a dit que les doubles liaisons peuvent être des nucléophiles parce qu'elles sont riches. Donc, elle va réagir avec une espèce, bien sûr, électrophile, pauvre en électrons, un cation ou une molécule qui possède une lacune électronique. Alors, les alcènes peuvent subir des réactions d'addition, c'est-à-dire ouverture de la liaison C double liaison C, par la rupture de liaison, qui est la rupture de liaison pi, hein, d'accord? La liaison pi, elle est plus fragile que la liaison sigma, c'est-à-dire que c'est un site très réactif, de forte densité électronique. De plus, le nuage électronique de la liaison pi, situé au-dessus ou au-dessous, d'accord, du plan de la molécule, est polarisable et peut réagir avec les espèces électrophiles. Hein, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que les alcènes sont nucléophiles. La liaison, elle peut être déformable. OK? Voilà, donc le départ, on a une double liaison. Ensuite, cassure de cette double liaison et formation de 2 nouvelles liaisons sigma. Voilà. Alors, pour la liaison pi, on dit qu'elle va empêcher la libre rotation. Donc, on va avoir les deux isomères, parce que la double liaison possède deux isomères, ou deux stéréoisomères, pardon, le Z et le E, hein, la forme chaise et la forme E. Alors, pour la stabilité des alcènes, elle va augmenter avec le nombre de groupes portés dans la double liaison, sur la double liaison. Et concernant les stéréoisomères Z et E, on sait que la forme Z va être moins stable que la forme E, France ou E, d'accord, ici je vais mettre E. Voilà, très bien. Et pourquoi? Parce que le Z va avoir un encombrement, les stériques, les deux groupements volumineux seront du même côté, d'accord, donc ça déstabilise l'alcène. Alors, maintenant, pour les mécanismes, les principales réactions d'addition électrophile, sur les alcènes. Alors, on a plusieurs, d'accord, hydratation, hydrogénation, hydrohalogénation, etc. On va voir l'hydrogénation et la dihalogénation. Pour les deux mécanismes, elles se font en 2 étapes. Donc, pour la première étape, elle est lente, au cours de laquelle il y a soit la formation d'un carbocation si on est dans la réaction hydrohalogénation, HX, ou cation ponté, un ion ponté, si on est dans la dihalogénation. Donc ça, c'est la première étape. Et pour la deuxième étape, qui est rapide, au cours de laquelle il y a la fixation de notre nucléophile. Donc, soit si on est en hydrogénation, c'est le X-, ou pour l'ion ponté, c'est le deuxième X, qui va être X-, le nucléophile. OK? Alors, pour l'addition hydrohalogénation, on va voir les étapes. On va voir les étapes de la réaction hydrohalogénation, qui est une réaction qui est un mécanisme ionique, on a dit, qui se fait en 2 étapes. La première étape qui correspond à l'attaque du nucléophile de l'alcène sur le site électrophile, qui est ici H+. Donc, addition électrophile de H+. C'est ça la première étape. On va additionner le H+. Et quand on additionne le H+, on va former un carbocation plan, qui est l'intermédiaire réactionnel. Et le carbocation formé va être le carbocation le plus stable, qui va être le majoritaire et qui va nous donner le produit majoritaire. Pour la deuxième étape, c'est l'attaque du nucléophile, qui est X-. X-, ça peut être le brome, c'est des halogènes, le brome, le Cl, etc. Et on va former le dérivé halogéné. Il y a un majoritaire et le minoritaire. Le majoritaire, il est formé à partir de la formation du carbocation le plus stable. Donc, on va suivre la règle de Markov-Nikov. Donc, la règle de Markov-Nikov, c'est lors de cette réaction,
Le H+, bien sûr sur un alcène dissymétrique, hein, d'accord, je précise, le H+, se fixe sur le carbone le plus hydrogéné et le moins substitué. Ça, c'est la règle de Markovnikov. D'accord? Donc le H va vers le carbone de la double liaison qui est le plus hydrogéné et le moins substitué pour former à la fin le carbocation le plus stable. Alors pour la stéréochimie de cette réaction, l'hydrogénation, elle est régiosélective, non stéréosélective, et après on verra dans les exemples qu'elle est non stéréospécifique. Alors pour l'absence de la stéréosélectivité, on le voit dans la deuxième étape, parce que l'attaque du nucléophile sur le carbone qui est plan, elle est équiprobable, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer des deux côtés du plan. Donc on va obtenir les différents stéréoisomères et de même quantité, c'est ça. Donc quand il y a une même quantité, on dit qu'elle est non stéréosélective. Et pour la régiosélectivité, la réaction, elle est régiosélective. Si on applique la règle de Markovnikov, on va se diriger vers la région qui va nous donner, qui va nous former le carbocation le plus stable. Et donc, automatiquement, le produit va être majoritaire. Maintenant, pour l'addition dihalogénée ou halogénation X2, ce mécanisme est ionique aussi et il se fait, on l'a vu tout à l'heure, en deux étapes. Donc, il y a une formation toujours d'un intermédiaire réactionnel, mais ici, c'est un ion ponté, d'accord, un ion aluminium, en présence d'un solvant de type tri ou tétrachloréthane. Donc, si on vous met CCl4, c'est le solvant à température ambiante. Pour la première étape, on a dit qu'elle était lente. Alors, on sait que la liaison XX n'est pas polarisée, d'accord? C'est deux atomes identiques par nature, mais elle est polarisable à l'approche du nuage pi. Donc, quand le nuage pi, qui est le nucléophile, s'approche de cette liaison XX, elle se polarise. Donc, il va apparaître une charge delta plus au niveau du premier X qui est proche du nuage pi, et l'autre il va être chargé négativement. Donc le X+ va se fixer sur les deux carbones à la fois, et c'est pour ça qu'on va former un ion ponté. Donc l'attaque pi sur X delta+, et donc c'est une réaction, une attaque électrophile. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une réaction d'addition électrophile, parce que le premier qui se fixe, c'est l'électrophile. Dans la deuxième étape, qui est plus rapide, le nucléophile va attaquer. Mais par contre, quand il attaque, il ne peut pas attaquer du côté du pan à cause de l'encombrement stérique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer l'un des deux carbones, d'accord, mais par contre sur le côté opposé. Et quand il attaque, il va attaquer en mélange équiprobable. Mais la condition, c'est que l'attaque se fait du côté opposé. Et c'est une attaque, on dit que c'est une attaque anti, ou ils peuvent même l'appeler une transaddition. On obtient deux énantiomères en quantité équivalente. Mais en anti, d'accord? L'attaque est en anti, je précise, anti. Donc, pour la régiosélectivité, le problème ne se pose pas puisqu'on ajoute le X2 symétrique, ok? Il n'y a pas de région spécifique, il n'y a pas une région où le X doit se fixer. Il y a une formation d'un pan au départ et ensuite l'attaque du X- se fait toujours du côté opposé parce qu'il y a l'encombrement stérique, le problème d'encombrement stérique qui se pose. Pour la stéréospécificité, la réaction, elle est stéréospécifique parce que si on prend la configuration de l'alcène de départ, par exemple Z, on traite le Z, on va obtenir des stéréoisomères qui vont être différents si on travaille avec la configuration E. Donc, la configuration du produit dépend de la configuration du substrat. Et pour la stéréosélectivité, c'est une attaque en anti, donc elle est stéréosélective. On finit avec l'addition nucléophile. Et l'addition nucléophile, c'est une addition qui traite les
carbonyle. Alors, les aldéhydes et les cétones, qui sont des carbonyles, peuvent subir une addition nucléophile grâce à la forte polarisation de la double liaison qui rend l'atome de carbone très réactif vis-à-vis des nucléophiles. D'accord ? Et on verra les différents nucléophiles, le CN-, les organomagnésiens. Ok ? Donc, à cause de la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène, la liaison CO, elle est fortement polarisée. Le carbone présente un caractère fortement électrophile et les hydrogènes fixés sur le carbone, bien sûr ici, l'alpha, sont mobiles, qui vont avoir un caractère acide. Et en plus, la présence du doublet libre de l'atome d'oxygène, en fait, c'est un site qui privilégie l'attaque pour les acides de Lewis et les électrophiles. On verra tout à l'heure dans les réactions. Donc, d'une manière générale, les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones dans les additions nucléophiles. D'accord ? Bon. Mais c'est la même démarche, les mêmes étapes. Alors, donc, on a dit, ici, ça va être un caractère électrophile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le nucléophile, hop, il va s'additionner sur ce carbone, qui a un caractère électrophile. Après, la double liaison se rabat sur l'oxygène, qui est fortement électronégatif. Et on obtient le produit suivant. Donc, au départ, notre carbone était hybridé sp2, et après, on verra que le carbone du produit va être hybridé sp3. D'accord? Donc, je répète une dernière fois, le nucléophile réagit par l'intermédiaire de son doublet électronique qui va interagir avec les orbitales pi-étoiles du composé insaturé. D'accord? Ici, électrophile. Donc, l'insaturation va se rabattre sur l'atome le plus électronégatif. Ce que je dois préciser, c'est que les deux déplacements se font simultanément. C'est-à-dire que, hop, il y a l'attaque et la double liaison, ici, va se situer sur l'oxygène, donc dans une seule étape. Pourquoi? Parce que le carbone est tétravalent, donc sinon la règle de l'octet ne va pas être respectée. Pour le nucléophile, il peut être soit neutre ou bien chargé. Donc, prenons l'exemple du benzaldéhyde. Si on lui rajoute un organomagnésiens, on sait que sur le Mg est un élément très peu il est électropositif, très peu électronégatif, si on le compare avec le carbone. Ici, le R, c'est une chaîne carbonée. Donc, le R va être le nucléophile et le magnésium, ici, va être l'électrophile. Donc, c'est le R qui va attaquer le nucléophile. OK ? Après, donc, il y a l'attaque, c'est bon. La double liaison, hop, elle est sur l'oxygène. Alors maintenant, si on veut neutraliser cette charge, on va faire une hydrolyse. Donc, juste pour avoir un produit neutre. D'accord? En fait, c'est une réaction acido-basique, pardon. C'est juste pour neutraliser, ne pas laisser la charge négative. Ça ne fait pas partie de l'addition nucléophile, mais on le fait pour neutraliser. Voilà. Donc maintenant, si on veut passer à la fiche de TD, votre fiche de TD, qui est normalement numéro 6, qui concerne l'addition, on passera directement pour l'exercice numéro 2. Alors, on vous donne une molécule de configuration Z, d'accord, en milieu polaire, et on vous demande de faire une réaction d'addition sur le H. Donc, réaction du 3-méthylpente de N avec le HBr en milieu polaire. Donc, on va voir les étapes. Alors, suivant l'addition hydrohalogénée, alors on représente d'abord
le composé dans l'espace en configuration 7. D'accord? Donc, la première étape, on a dit que c'était la fixation du H+, donc l'attaque de pi. Alors, attendez, hop, je vais prendre le stylo. Donc, ça, c'est la pi. Donc, il y a l'attaque, donc fixation du H+, ça, c'est la première étape. Alors, nous donnons les deux possibilités. Donc, soit le H se fixe sur ce carbone ou sur ce carbone. Donc, pour le premier, on va... sur ce carbone ou bien sur ce carbone. Hein, d'accord? Donc, pour le premier, on obtient un carbocation qui est un carbocation 1, 2, 3 tertiaire, mais il va être minoritaire par rapport à ce carbocation qui lui aussi qui est un tertiaire. Mais là, les groupements sont différents. Donc, on a dit que les groupements alkyles ont un effet inductif qui va stabiliser le carbocation. Donc, le carbocation majoritaire, c'est celui-là. OK? Et c'est lui qui va nous donner le produit majoritaire. Alors, on va utiliser ce carbocation, d'accord? Et on va faire la deuxième étape qui est l'attaque maintenant du Br-. Alors, le H, comme la double liaison étant plane, donc le H soit il vient au-dessus ou au-dessous. Donc, on va le placer soit en haut, soit en bas, d'accord? Donc, pour le H, quand il est en haut, ben, il y a l'attaque du brome, toujours carbocation plan, soit de ce côté ou de l'autre côté. D'accord? Donc, on aura deux stéréoisomères. Et si on prend le H en bas, ben, ça va être la même chose, soit de ce côté ou de l'autre côté. Alors, on remarque ici que le produit obtenu possède deux carbones asymétriques. D'accord? Donc, 2 à la puissance 2, c'est 4. C'est-à-dire qu'on a le RR, d'accord? Son image, le SS. Alors, les voici, hein, si on les cherche. Voilà. Donc, c'est des énantiomères. Et le RS, SR, qui sont aussi des énantiomères. Et voici. D'accord? Donc, cette réaction nous donne toutes les possibilités d'attaque, donc nous donne tous les stéréoisomères possibles du carbone asymétrique. La réaction est dite régiosélective, là c'est clair parce qu'on a travaillé avec le carbocation majoritaire. Et donc pour avoir un produit majoritaire, donc on a sélectionné la région d'attaque au départ, elle est donc régiosélective selon la règle de Markov-Nikov. Elle est non stéréosélective, on le voit parce qu'on obtient tous les stéréoisomères possibles, parce que le H soit en bas, soit en haut, le brome soit en bas, soit en bas, il n'y a pas de un seul côté, d'accord? Il y a tous les côtés, ok? Alors ensuite, elle est non stéréosélective et elle est non stéréospécifique. Pourquoi? Parce que ici, on a travaillé avec le Z, on a obtenu les 4 stéréoisomères. Si on travaille avec le E, ben on obtient les mêmes stéréoisomères. Donc, quelle que soit la configuration du départ, on obtient les mêmes stéréoisomères à cause des différentes attaques. Ok, donc ici, je corrige. Voilà. Je continue. On passe à la deuxième addition. Donc, ils nous donnent le but de N4-dioïque en configuration E et on va le faire réagir avec le Cl2. Donc, ils vous demandent d'indiquer le mécanisme réactionnel ainsi que la stéréochimie. Donc, on sait que l'addition dihalogénée se fait en 2 étapes. La première étape, c'est la formation du pan. Alors, pour le pan, vous êtes libre, soit vous le placez en haut ou en bas, il n'y a pas de souci. Ensuite,
le chlore, le Cl-, va attaquer toujours du côté opposé, donc sur les deux carbones, d'accord, en rouge et en bleu. Et donc, chaque fois qu'il y a attaque, il y a l'ouverture du même côté, vu la règle de l'octet, hein, le carbone est tétravalent, d'accord. Donc, si on prend le pan en haut, on ramène le Cl-, hop, en rouge, il se fixe ici, ouverture du pan de ce côté. Regardez, toujours on a la formation ou l'addition du Cl toujours en anti, d'accord. Et si le Cl- se fixe sur le côté, le carbone droit, de droite, ouverture du pan du même côté, et la même chose, on aura une addition trans. Alors, pour l'addition, pour cette addition, donc, si on prend le pan en haut ou en bas, on obtient les mêmes stéréoisomères. On obtient un mélange des énantiomères. Ok, le 2R, 3S, rappelez-vous, et le 2S, 3R. Donc, le E but de N4-dioïque nous a donné le 2R, 3S et 2S, 3R. Maintenant, si on veut on travaille à partir du Z but de N1-dioïque, eh ben on obtient, regardez, si on travaille avec le Z, on obtient les stéréoisomères SS et RR. Donc, le E but de 1-dioïque nous a donné le RS-SR. Par contre, le Z nous a donné les deux autres, le 2S, 3S et 2R, 3R. Le produit possède 4 stéréoisomères, d'accord, 4 stéréoisomères, le RR, le SS, le SR et le RS. Le E du but de N-dioïque, on a obtenu les deux stéréoisomères. Et pour, le E. Et le Z nous a donné le RR-SS. D'accord? On remarque autre chose, si vous vous rappelez de la stéréochimie. Pour le produit obtenu à partir de la configuration E, regardez ce qu'il a comme particularité. Regardez. Un plan de symétrie. Donc, le SR et le RS, ce ne sont pas des énantiomères. Ils sont identiques. C'est ce qu'on appelle une forme méso. Désolé, pas évident. D'accord? Identique. La forme méso qui est achirale, optiquement inactive. Donc, au fait, ça ne va pas être 4 stéréoisomères, mais 3. Mais bon, on les représente parce que nous, on va faire la réaction, on obtient les produits, et après on discute de la stéréochimie, hein, de la relation entre les différents stéréoisomères, d'accord? Donc, la réaction Cl2 sur le but de N-dioïque, elle est stéréosélective parce que la réaction se fait en anti, d'accord? Elle est stéréospécifique parce qu'on obtient des produits différents à partir des stéréoisomères de départ différents. Okay, et elle est non régiosélective parce qu'il n'y a pas de région d'attaque. Hein, d'accord? Voilà. Regarde, même pour la stéréosélectivité, il y a une sélectivité. Ici, il y a le RS et le SR, d'accord, majoritaire. Et là, c'est le SS et le RR. Donc, en plus, c'est la forme anti qui nous impose la sélectivité de la configuration. Hein, d'accord. Voilà. On termine par le troisième exercice. Ici, c'est une addition nucléophile parce que ça concerne les carbonyles. Alors, pour le premier exemple, rapidement, c'est un organomagnésiens. Donc, on a dit que le CH3, c'est le nucléophile. Il attaque le carbone du carbonyle. La double liaison se rabat sur l'oxygène. Il y a formation de la charge négative. Ensuite,
une hydrolyse, une protonation, et hop, on forme l'alcool. Même chose pour le deuxième composé, c'est un organomagnésiien. Le phényl, c'est le nucléophile. L'attaque, fixation sur ce carbone, du carbonyle. Au moins ici, protonation, plutôt hydrolyse, et on obtient notre alcool. Maintenant, si on change le nucléophile par le KCN, c'est la même chose. Dans le KCN, le CN-, c'est le nucléophile, le K+, c'est l'électrophile. CN- se fixe sur le carbone du carbonyle. Le doublet se situe sur l'oxygène. Ensuite, soit on rajoute le K+, ou H+, d'accord, pour obtenir ces produits. Et pour le dernier exemple, on prend un aldéhyde. Le CN-, la même chose, se fixe sur le carbone. Formation du O-, ensuite protonation, et à la fin, on obtient un alcool. Donc voilà pour la fiche de TD. Donc j'espère que ça va être bénéfique pour vous. J'espère que c'était clair. Donc je continuerai prochainement avec les deux derniers mécanismes réactionnels, la substitution et l'élimination. Après, on fera la compétition. D'accord? Donc voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il vous plaît, prenez soin de vous. D'accord? Faites attention à vous, à vos parents, à vos proches, s'il vous plaît. D'accord? Essayez de rester à la maison. Protégez-vous. Voilà. Merci beaucoup.